Voilà, bonjour à vous toutes et tous. Alors merci d'être là. On se retrouve, mais on se trouve aussi parce que il y a des personnes nouvelles pour ce cours de tibétain, cours de lecture. On va apprendre ensemble à lire le tibétain, ce qui est quand même extraordinaire comme aventure. Et vous allez voir que c'est vraiment faisable. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, on a fait l'expérience avec le groupe précédent avec le Sutra du cœur, et en fait, on s'est rendu compte qu'en apprenant, et ça va être tout l'enjeu, c'est la compréhension de la méthode, en apprenant les lettres dans leur contexte, et le contexte en l'occurrence, c'est un autre sutra cette fois-ci, le sutra de la pousse de riz, eh bien, en apprenant les lettres dans le contexte d'un texte vivant, pourrait-on dire, un sutra, bah, petit à petit, on fait une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on apprend à la fois à lire et en comprenant tout de suite le mot dans son contexte, on pourrait dire dans son jus culturel aussi, d'une certaine façon. Et puis du coup, mine de rien, chemin faisant, on est aussi en train de pouvoir rencontrer le sutra. Et le rencontrer dans le sens de le comprendre, dans le sens où on peut petit à petit accéder à son sens. Et en fin de compte, au terme de l'apprentissage de la lecture, on est à même de pouvoir reprendre depuis le début, et là, cette fois-ci, de complètement comprendre le sens du sutra. Alors je dis complètement comprendre le sens du sutra, on est bien d'accord qu'il y a compréhension et compréhension. Mais pour nous, déjà, l'idée, et c'est le but fondamental de ce cours, c'est faire en sorte que un texte tibétain, par exemple nos textes de pratique quotidienne, soit un peu moins exotique, qu'on se donne les possibilités, les moyens de faire que petit à petit la récitation soit accompagnée du sens. Et ça, c'est vraiment un bel enjeu, parce que ça peut devenir très utile au fur et à mesure, au cours des jours, j'ai envie de dire, parce qu'on est amené sans cesse, ou plus ou moins sans cesse, à réciter, ne serait-ce que des petits bouts de texte ou des textes plus importants. Et c'est vraiment sympa d'avoir au bout d'un moment les clés qui vont nous permettre de donner du sens à ces formes de récitation. Et je dois dire que cet été, euh, Karmapa nous a fait un cadeau magnifique en parlant de l'importance qu'il y a à l'étude du tibétain. C'était à Dakpo et il a terminé son enseignement, donc les plusieurs jours où il est resté là-bas, en disant vraiment que le tibétain est une langue construite, conçue pour l'étude et la compréhension du dharma. Et là, en écoutant ça, je buvais du petit lait parce que vraiment, ça donne vraiment du sens à cette compréhension qui n'est pas du tout, du coup, une espèce de fantaisie exotique, vouloir comprendre un texte en tibétain. Au contraire, c'est vraiment, ça peut être compris comme un moyen de se rapprocher du sens profond du dharma. Et donc, c'est une motivation supplémentaire pour nous. Et je pense que, voilà, j'avais envie de vous le dire. Voilà, on va commencer par la prière de refuge. Et ensuite, on se lance à tête perdue, voilà, à fond, dans ce sutra de la pousse de riz. Sangye chötang tsoge cho namla chang chu parato dani kyab soichi. Ndage jin tsoge pe sunamge drola pinchiri sangye drum parai sho. Ok, sangye chötang tsoge cho namla. Bon, petit à petit, hein, ça sera intéressant de comprendre le sens même de ces prières de refuge. C'est valable pour tous les bouts de texte qu'on récite à gauche à droite. Tout d'abord, donc vous avez, voilà, vous découvrez cette leçon. Sachez que je suis sans arrêt en train d'essayer de trouver des combines, des moyens pédagogiques. Donc ça ne veut pas forcément dire que la leçon telle que vous l'avez vue ou telle que vous la voyez ici, ça soit exactement la même que les autres leçons, ou la même méthode stricto sensus que la méthode utilisée dans les fois passées. Donc, il y a des tentatives, des essais, etc. Donc, ça peut varier. Mais en gros, à la lumière, on pourrait dire, des expériences passées, il me semble que, et c'est ce que j'ai voulu dire au début. Alors, je prends juste un petit moment pour bien vous faire comprendre le but du jeu. Je parle de prise de contact avec l'objectif, les 30 lettres consonnes du tibétain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a, et vous les voyez ici, ces lettres, vous les avez sur votre PDF, on a ces 30 lettres. Donc voilà.
En général, quand on apprend à lire le tibétain, on a un peu le mur. Et le mur, c'est le mur des 30 lettres. Voilà. Et on se tape contre le mur en se disant, bon, ben, va bien falloir apprendre par cœur ces 30 lettres. On a notre phonétique, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est là juste pour nous aider. Donc on se dit, ah oui, ça c'est donc un K, ça c'est donc un K, ça c'est un K, etc. Et on se débrouille comme on peut. Ok, très bien. Simplement, c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est pédagogiquement parfois même un peu frustrant parce qu'on a l'impression d'avoir une grande liste, quand même 30, il faut mémoriser, etc. D'où l'idée d'une méthode qu'on pourrait qualifier de contextualisée ou de contextuelle, qui consiste à placer chacune de ces lettres dans le contexte d'un texte. D'où ce que vous allez petit à petit comprendre comme technique, d'où l'idée de d'abord une prise de contact avec l'objectif, les 30 lettres consonnes du tibétain, en se disant que avant d'observer comment une lettre tibétaine se compose avec d'autres lettres pour former une syllabe, la syllabe étant l'unité de sens fondamentale d'un texte. Vous verrez quelque part aussi dans la leçon, dans le support, que je vous rappelle, c'est ce erreur juste après ou pas, ici. Une syllabe est toujours séparée par un point. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Pourquoi ? Parce que le tibétain est une langue monosyllabique. Et une langue monosyllabique, ça veut dire que chaque syllabe en tibétain est a priori un mot. Et chaque mot est porteur de sens. La grande différence avec le français, où quand vous dites par exemple arbre, vous pouvez dire qu'il y a 2 syllabes, arbre, mais quand vous dites bre, ben vous dites rien. Quoi, disons, on pourrait imaginer que bre, ça signifie quelque chose, mais en général, si moi je vous dis bre, prends le bre ou va vers le bre, ça vous dit rien du tout. Et ça vous dit rien du tout parce que le son bre n'est pas associé, en tout cas dans l'immédiat, n'est pas associé à un sens. En tibétain, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que chaque syllabe, c'est-à-dire chaque lettre ou agglomérat de lettres qui se termine par un point, hein, si je zoome comme ça, vous voyez un point, ok ? Donc chaque lettre ou groupe de lettres, là vous en avez 2, 1, 2, vous avez 2 lettres, donc chaque lettre ou groupe de lettres qui se termine par un point constitue une syllabe. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et chaque syllabe est porteuse d'un sens. C'est pour ça que le tibétain est une langue monosyllabique. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est comme si... attendez, voilà, je vais faire la chose suivante. Ah ouais, je vais faire ça. Hop, bougez pas, tac. Voilà. Je vais juste, voilà, vous dessiner des choses. Ici, on va dire que c'est comme si vous avez des blocs. Voilà, vous avez des blocs. Vous avez des carrés. Ok, vous avez des carrés. Ok, c'est tout simple. Un texte tibétain est composé de carrés, de blocs, voilà, plus ou moins grands, plus ou moins petits, quoi, bon, voilà. Avec des sens, bien sûr, différents pour chacun, etc. Et en fait, ben, vous allez comprendre que chacun de ces mots ou de ces blocs se termine par un point. Voilà. Ça, c'est un texte tibétain, tout simplement. Donc, ça veut dire que vous avez une certaine mobilité. Mobilité parce que vous pouvez très bien prendre, voilà, un bloc. Bon, là, je ne l'ai pas pris en entier, mais ok. Attendez voir. Voilà, tac, tac, voilà, hop. Et là, vous allez, voilà. Vous pouvez très bien prendre un bloc, et puis le bloc, vous le mettez ailleurs. Ou alors, vous pouvez prendre un autre bloc, et puis ce bloc, vous l'associez à celui-là. Ce qui fait que vous avez une certaine mobilité dans la construction d'un mot. Par exemple, prenons le mot avion. Le mot avion, c'est un mot composé par ici nam et ici du.
Alors, mais là, on fait que de la phonétique. Il n'y a pas besoin du tout d'avoir pour l'instant les lettres. C'est simplement que vous compreniez la logique de la langue. Si je dis nam et si je dis ju, en disant nam, je dis espace, et en disant ju, je dis vaisseau. Vaisseau ou bateau. Donc, quand j'associe nam et ju, j'associe l'espace à un bateau. Donc, je suis en train de dire vaisseau du ciel. Et un vaisseau du ciel, c'est un avion. Donc, en fait, je suis en train de composer un mot en associant le sens d'une syllabe à une autre syllabe. Et donc, le tibétain est une langue extraordinairement, on pourrait dire, souple. C'est pas exactement le mot que je voulais utiliser, mais il y a quelque chose de l'ordre et finalement de la souplesse parce que, ou de la mobilité, très grande mobilité. On va pouvoir donc jouer sur cette mobilité, et c'est ce qui va faire qu'on va être capable, dans un texte en vers, de jouer sur le condensé du sens en jouant sur les syllabes et de pouvoir dézipper en quelque sorte ce condensé dans un texte en prose. Donc, par exemple, je vais prendre le nom de Lama Tenzang, que vous connaissez peut-être, qui est mon maître de référence. Lama Tenzang, Lama Tenzang, Tenzang, c'est Tenjup Sangpo. Donc, on peut parfaitement faire des contractions très simples, Tenjup Sangpo, et on fait une contraction en disant Tenzang, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne perd rien du sens parce qu'on sait que tel mot va être associé à tel autre mot. Et donc, voilà. Oui. J'aurais une question Oui. par rapport à Nam, Ouais. qui pourrait dire vaisseau du ciel, Oui. de l'espace, Ouais. avion. Mais du coup, comment différencier? Par exemple, fusée, ça pourrait être aussi un vaisseau de l'espace. Tout à fait. Alors, c'est très juste, très bonne question. Alors, d'une part, il y a deux réponses, en fait, ou il y a deux aspects dans la réponse. Le premier aspect, c'est que, certes, c'est une langue mobile, on pourrait dire, souple, oui, mais en même temps codifiée. C'est-à-dire que par l'usage, c'est l'usage qui a codifié, par l'usage, on va décider qu'il y a un mot pour fusée et il y a un mot pour avion. Et ce n'est pas le même mot. Donc ça, c'est la première raison, c'est l'usage. La deuxième raison, c'est le contexte. C'est-à-dire que dans le contexte d'un texte, et c'est d'où l'intérêt de la méthode, dans le contexte d'un texte, on verra que le contexte nous renseigne énormément sur le sens du mot. Comme dans toute langue, on peut dire. Mais le contexte, là, vous allez voir, il est vraiment prépondérant. Et ça me permet d'enchaîner, du coup, en donnant cette réponse, avec cette dimension contextuelle du tibétain. Qu'est-ce que j'entends par la dimension contextuelle? Je reviens à la leçon. La dimension contextuelle, c'est ce qui, techniquement parlant, c'est le deuxième mot barbare que je vais utiliser, c'est égophorique. Donc j'ai utilisé un premier mot pour dire monosyllabique, pour dire que le tibétain est, je peux même vous les noter si vous voulez, on va faire ça comme ça. On peut dire que le tibétain est donc monosyllabique. D'accord? Monosyllabique. Et puis, on peut dire qu'il est égophorique. Égophorique. Et qu'est-ce que veut dire égophorique? J'espère que je l'orthographie correctement, je ne suis pas toujours très bon là-dessus. Égophorique veut dire que chaque fois que vous exprimez une chose en tibétain, une phrase, un mot, n'importe, vous vous placez toujours du point de vue de celui qui énonce la phrase. Alors, peut-être que vous me direz, oui, mais évidemment, quand vous parlez, vous êtes toujours du point de vue du locuteur. On est bien d'accord, oui, ok. Mais vous allez voir qu'en tibétain, on pousse la chose très très loin. C'est-à-dire que grammaticalement, on va sans cesse se référer à la manière dont le locuteur perçoit la réalité.
Et on va grammaticalement traduire cette perception en utilisant des catégories qui se réfèrent à cette perception. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez comprendre tout de suite ce que veut dire égophorique. On va prendre l'exemple de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Vous voyez, on fait du tibétain. Heureusement que tout est permis sur Internet. Donc, ça, c'est de l'eau. Ok, très bien. Alors maintenant, l'eau, voilà, on peut dire qu'elle est dans un verre. Ok, je vais même faire un verre comme ça. Voilà, extraordinaire. Vous voyez, je suis très très bon en dessin. C'est pour ça qu'en général, je ne fais pas trop de dessins dans ma vie. Bon. Ok, il y a de l'eau dans un verre. De l'eau dans un verre, vous êtes certainement en train de vous demander où je vous amène là, mais en fait, de l'eau dans un verre, ça veut dire que moi, j'ai mis de l'eau dans un verre. Donc, l'eau dans un verre, j'ai 3 cas de figure. Soit c'est moi qui ai mis l'eau dans le verre, d'accord? Soit j'ai vu qu'il y a de l'eau dans un verre, soit, en général, dans un verre, on met de l'eau. Mais on peut mettre du vin, évidemment, on est bien d'accord. Mais on peut parler d'une généralité, on peut parler d'un constat, on peut parler d'une connaissance directe. Vous voyez l'idée? Donc ça veut dire que, en fait, grammaticalement, vous allez chaque fois préciser que vous-même vous avez mis l'eau dans le verre, que c'est vous qui avez vu qu'il y a de l'eau dans le verre, et qu'en général, vous savez qu'on peut mettre de l'eau dans les verres. Mais, dans la phrase, en français, la phrase « chu ye », parce que ça se traduit par une phrase en tibétain, donc ça s'écrira « chu ». Attendez voir, j'ai essayé de vous écrire ça correctement. Alors, « chu ». Chu ye. Évidemment, il n'y a pas du tout besoin de savoir à ce stade de lire ça. C'est simplement la seule chose que vous pouvez savoir, c'est que ça, je vais le mettre là, c'est que quand on dit que ça, chu, c'est de l'eau. À gauche, ça, c'est de l'eau. Ok? Ça, c'est de l'eau. Donc, si vous dites « ye », ça veut dire que c'est vous qui avez mis de l'eau. Mais cette phrase « chu ye » en français, c'est « il y a de l'eau ». Quand vous dites en français « il y a de l'eau », en tant que locuteur, et c'est là où j'arrive à mon explication sur pourquoi égophorique, quand vous dites en français à quelqu'un, je vous dis à vous, « il y a de l'eau ». Quand je vous ai dit cette phrase-là, vous ne savez absolument pas quelle est mon intention. Vous ne savez pas si j'ai vu de l'eau et je vous dis il y a de l'eau. Vous ne savez pas si je vous dis que d'une manière générale il y a de l'eau dans la cuisine. Ou vous ne savez pas si je vous dis que oui, je suis rentré dans la cuisine et par hasard j'ai vu qu'il y avait de l'eau. Vous n'avez aucune information sur le locuteur. Vous avez juste la phrase il y a de l'eau. Donc vous êtes obligé, si vous voulez savoir ce que je suis en train de vouloir vous dire, vous êtes obligé de vous poser la question, qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu veux me dire que tu as de l'eau? Tu veux me dire que tu as versé de l'eau? Tu veux me dire qu'il y a de l'eau dans la cuisine? Qu'est-ce que tu veux me dire en disant « il y a de l'eau » ? En tibétain, vous n'avez pas besoin de demander cette précision parce que vous allez avoir 3 manières de dire la phrase en fonction de votre contexte. C'est-à-dire, soit vous allez dire « chu ye » pour dire c'est moi qui ai mis de l'eau et donc je sais qu'il y a de l'eau. Vous allez dire chu du. Simplement vous pouvez utiliser le son, vous entendez la différence. Chu ye pour dire c'est moi qui sais qu'il y a de l'eau parce que sous-entendu j'ai mis de l'eau. Quand vous dites chu du, vous êtes simplement en train d'exprimer il y a de l'eau, j'en ai vu. Et si vous dites chu yore, eh bien dans ce cas-là, vous êtes en train de dire que oui, d'une manière générale, il y a de l'eau dans la cuisine. Donc ça veut dire que votre interlocuteur est au courant de votre intention
et de la manière dont vous avez perçu la situation. Ça, c'est ce qu'on appelle une langue égophorique. Le français n'est pas une langue égophorique, de ce point de vue-là, du tout. Donc, vous voyez les deux grandes différences de la langue tibétaine, ou les deux particularités. C'est pas pour dire différent, mieux, ça n'a rien à voir. C'est juste dire, c'est une langue monosyllabique, c'est-à-dire que chaque élément séparé par un point est une syllabe, et donc une syllabe est un mot. Ça, c'est la première des choses. Et c'est comprendre que le tibétain est aussi égophorique, c'est-à-dire qu'il exprime toujours la perception de celui qui parle. Oui, Philippe? J'ai une autre question. Tout à l'heure, là, tu dis Chudu. J'ai vu qu'il y a de l'eau. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de Namdu. C'est parfait la question. Alors, avant, j'ai dit Namdu, et puis ensuite, j'ai dit Chudu. Et donc, du et du. Alors là, je vois Dominique. Dominique, certainement, entend la différence. Et je suppose que tu l'entends, la différence, Dominique. Ok. Et qu'est-ce qui explique le fait que Dominique entend la différence et que toi, Philippe, tu ne l'entendes pas? C'est très simple, c'est hyper logique. C'est-à-dire que le tibétain va nous amener dans un univers phonique, dans le sens de sonore, très différent. Et ça, c'est la troisième caractéristique. Merci de poser cette question, Philippe. Parce que ça me permet de dire que c'est une langue, et c'est la troisième caractéristique, c'est une langue tonale. Ça, c'est la troisième caractéristique. C'est-à-dire c'est une langue où le ton a une importance. Alors, évidemment, là, en plus, du et dou, c'est pas exactement le même son, mais évidemment, on distingue pas forcément au départ ces petites différences, mais au-delà des différences de son des différentes syllabes, il y a, alors ça, c'est une grosse différence, une différence tonale. Alors ça, c'est quelque chose en français qu'on ne connaît pas. Demander déjà à un Français de parler l'anglais en expirant les H, c'est quelque chose de très compliqué. Donc on n'y arrive pas. Donc on parle le français l'anglais avec un accent français. C'est, paraît-il, notre charme quand on parle l'anglais de cette manière-là. Mais disons, en tout cas, on n'est pas exactement dans la reproduction du sens. C'est pareil en tibétain. C'est-à-dire qu'en tibétain, le ton, pour faire très simple, après on verra que c'est un peu plus subtil, mais pour faire simple, et là d'ailleurs, je vais passer au cours, comme ça vous verrez tout de suite dans notre entête de quoi je suis en train de vous parler. En tibétain, vous avez 3 tons, on va dire 3. C'est-à-dire, vous avez le premier qui est le son Ka, tout simplement. Ka, c'est un son droit sec. Ka. Voilà. Ça, c'est la lettre K. Vous connaissez votre première lettre. Merveilleux. Parfait. Une de prise. Il n'y en a plus que 29. La deuxième, c'est K. C'est le même son, mais expiré. K. Expiré. Tout simplement. Expiré. Alors là, petit conseil d'amis, faudra que de temps en temps, et vous verrez que les séjours dans la salle de bain pour que personne ne vous repère seront utiles parce que vous devrez faire des petits exercices, parfois assez loufoques, pour réussir à prononcer correctement les sons. Je vous fais grâce, là maintenant, des sons les plus complexes. Mais déjà, K, K. Vous voyez, moi j'ai un peu l'air ridicule quand j'exagère comme ça, donc il va falloir assumer ce ridicule et donc vous forcer à expirer. K. Alors vous avez de la chance, vous avez le micro fermé. Moi j'ai le micro ouvert, donc je vous entends pas. Donc profitez, vous pouvez y aller. Hein. Personne ne va vous moquer de vous. Mais K. Donc faites l'essai. K. Premier son. K. Deuxième son. Allez, tout le monde le fait. K. Premier son. Ah, je vois qu'il y a des bouches qui ne bougent pas. C'est pour ça que c'est bien de garder sa petite vignette ouverte. Comme ça, je peux vous repérer les resquilleurs. Donc, K, premier son, un son droit. K. Faut vraiment, quand je vous dis
de le prononcer, c'est dans le sens d'en faire l'expérience physique. C'est pour ça que c'est très important de dire le son à haute voix. Si vous êtes que théorique, vous ne le repérerez pas. Il faut qu'il y ait une mémoire physique du son. Donc, la mémoire physique, c'est K. K. Faut vous essayez de sentir au moment où vous le dites que le son, il est sec et il est haut. K. Ok. Et ensuite, vous dites le deuxième son, vous prononcez plutôt le deuxième son, et vous dites K, qui est un son expiré. Et de la même manière, il faut repérer physiquement la sensation qu'on a. K, K, c'est un vrai expiré. Il y a du souffle qui sort. K. Et la troisième expérience, vous vous rendez compte, hein, ces expériences qu'on fait en faisant du tibétain, c'est dingue. Donc la troisième expérience, c'est un son expiré bas. Ka. Ka. Ok? Ka. Voilà. Bon, cela dit, vous avez dans les ressources, vous avez plein de choses. Il y a plein de ressources au fur et à mesure qui sont disponibles, la plupart gratuites en plus. Donc vous pouvez largement, dans les ressources que je vous ai envoyées, sinon je vous les renverrai, il y a la possibilité d'écouter tous les sons prononcés. À l'époque, on avait fait une méthode avec Deki, avec qui voilà, j'avais construit une méthode tibétaine qui s'appelait Tiblab. Et en fait, il y a tous les enregistrements. Elle a une très bonne voix, c'est une tibétaine tibétophone, donc elle prononce parfaitement. Mais sur Internet, il y a plein de ressources. Vous verrez dans les pages ressources que je vous ai envoyées, il y a plein de sites où vous pouvez aller, vous pouvez entendre des sons, etc. Il n'y a pas de problème. Pour dire qu'il n'y a pas que mes sons à moi produits avec toute la limite qui vient du fait que je ne suis pas tibétophone, évidemment. Donc c'est toujours bien d'entendre les sons prononcés par des natifs. Voilà, bref. Mais vous avez trois sons. K, K, K. Ok? Jean-Marc, Ouais, Patrick? dis-moi, le deuxième son qui est expiré, est-ce qu'il est aussi un petit peu plus aigu, un peu plus haut que le premier? Non, Pas forcément. non, je dirais qu'il est de la même hauteur, mais expiré. C'est vraiment K, D'accord. K, K. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très vite, c'est lié à des mots. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de vocabulaire à proprement parler, on n'en est pas là. Mais K, vous le retrouverez dans un mot qu'on appelle, qui se dit kawa, le mot pilier. Kawa, ça veut dire le pilier. Ka, ça veut dire la bouche, par exemple. Donc, quand vous dites kawa et ka, c'est pas la même chose. Hein. Près du pilier ou près de la bouche, c'est pas la même chose. Ça devient encore plus clair avec, par exemple, le mot pour dire maison et le mot pour dire jambe. La maison, c'est kangpa et la jambe, c'est kangpa. Kangpa pour la jambe, kangpa pour la maison. Vous entendez la différence? Normalement, pas vraiment, et c'est normal. Ou peut-être vous l'entendez, et dans ce cas-là, tant mieux, ben, c'est bien. Kangpa, là j'exagère, hein. Kangpa, Kangpa, vous entendez la différence? Plus ou moins? Vous pouvez y aller avec les mains, hein, comme ça. Vous ouvrez le micro si vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous pouvez interagir, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est juste pour vous faire sentir la différence. Kangpa, Kangpa. Voilà. Bon, de toute manière, on est bien d'accord, tout ça, c'est maintenant clair. Ce qui fait que, si je repars sur mes petites notes très simples, on a 3 points. Donc, on a le tibétain est une langue monosyllabique. On a le tibétain est une langue égophorique. C'est toujours le locuteur qui vous dit comment il perçoit les choses. Et vous avez le tibétain comme langue tonale. Et là, vous avez vraiment 3 caractéristiques de la langue tibétaine. Et ces caractéristiques, bien sûr, on ne va jamais les oublier parce qu'elles vont avoir une grande importance à la fois sur la manière dont on exprime les choses dans la construction de la langue, en partant toujours de la syllabe, c'est-à-dire du son qu'on entend. Quand vous dites kang pa, vous entendez 2 sons, 2 syllabes. On est d'accord? C'est comme quand vous entendez arbre ou molécule, vous avez 3 syllabes. Ben, en tibétain, chaque fois que vous entendez un son, c'est-à-dire une syllabe,
vous entendez un sens. Kangpa. Et ça a une incidence, ces trois caractéristiques, sur le fait que c'est moi qui vous le dis, donc c'est lié à un contexte. Et quand je vous dis le mot tout seul, ça veut dire que j'en parle d'une manière neutre. Je ne suis pas impliqué dans le mot. Et c'est forcément tonal, parce que si je vous dis Kangpa plutôt que Kangpa, je suis soit en train de vous parler d'une maison, soit en train de vous parler d'une jambe. Donc je ne vous parle pas du tout de la même chose. Donc évidemment que ça a une incidence. Donc ces trois caractéristiques de la langue, ça se retrouve à tous les étages, tout le temps, quand vous étudiez le tibétain, ou quand vous parlez le tibétain, n'importe, quand vous voulez exprimer les choses. Ok? Très clair? Parfait. Donc là, on a vu déjà beaucoup de choses. Ça va? Micro-pause, juste 2 secondes, ou pour digérer. Non, mais ça va aller, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions. Hein. Mais en même temps, vous n'allez pas tout retrouver dans le support. Il y a aussi des tas de choses que j'explique simplement comme ça, oralement, dans le support, où il y a le minimum. Il y a le minimum. Ça dépend. Des fois, c'est l'inverse aussi. Mais dans le support, c'est pour faire en sorte que le support, ça ne soit pas seulement un truc théorique qu'on lit, puis après, on se dit, tiens, il y a une théorie de la langue. Là, c'est aussi intéressant de le voir comme ça. Maintenant, j'ai envie de revenir à la méthode même. Parce que la méthode même, c'est, cette fois-ci, très clairement, prise de contact avec les 30 lettres, voilà. Et ensuite, c'est le repérage. Donc ça, il faut que je vous parle du repérage. Le repérage, c'est quoi? C'est repérer ces lettres dans l'extrait de texte à la manière de la chasse aux œufs. Alors ça, c'était un peu pour rire, mais c'est ce qui permettra de les identifier petit à petit. La chasse aux œufs, faut revenir dans notre petite enfance quand on va chercher les œufs. Où ça aurait pu être n'importe quel autre exemple, on est bien d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce plaisir d'aller dénicher les œufs qui se cachent, sous les touffes d'herbe, admettons. Et donc, ça veut dire qu'on doit repérer, dans un paysage, on doit repérer quelque chose qui est assez infime au départ. Donc, il y a un vrai travail de repère. Parce qu'en fait, on a deux manières d'apprendre les lettres. Soit vous les apprenez théoriquement comme ça, et puis dans ce cas-là, vous les apprenez comme ça, ce qui est une possibilité, tout à fait. Soit vous les apprenez dans le contexte. C'est-à-dire le contexte véritable d'un texte, c'est ça, ce qui pour l'instant est un véritable charabia pour vous, parce que finalement, c'est que, des signes qui ne veulent rien dire. Mais en fait, ça, c'est une prairie, et dans la prairie, il y a des œufs. Et ça, au départ, quand on voit ça, on ne se dit pas que c'est une prairie, et quand on voit ça, on ne se dit pas qu'il y a des œufs dans la prairie. Et pourtant, je vous assure, c'est une prairie avec des œufs dedans. Donc, le but du jeu, ça va être de gratter là-dedans. Et ça, c'est votre contexte. C'est le contexte vivant d'un texte. Et c'est de faire que, se promenant dans le texte, on va petit à petit prendre des points de repère et tout va s'éclairer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous repérez les taches de couleur dans la prairie verte. Et vous savez qu'à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, il y a des choses qui sont connues par vous. Donc, le principe du repérage en termes de méthode est extrêmement important. Parce que ça va vraiment vous permettre d'apprendre la lettre, non pas comme lettre théorique, mais comme lettre prise dans sa prairie. Et ça, c'est très différent comme approche. Et c'est très utile parce que cette méthode-là va nous permettre de croiser des connaissances qui, normalement, ne sont vues que les unes après les autres. Et vous allez très vite le voir, là, aujourd'hui, je vais vous en faire la démonstration. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle le repérage. Ensuite, elle n'est pas totalement fixe, cette méthode, elle pourrait encore être expliquée autrement, mais ensuite, se rappeler des indices pour le repérage. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si vous avez le texte comme ça, mais on repère quoi? C'est-à-dire on repère en fonction de quoi? Donc on repère toujours en fonction de quelque chose. Pour des œufs, ça sera la couleur, éventuellement, bref. Mais là, il va bien falloir repérer des choses en fonction d'un certain nombre de critères. On a parlé des points. Donc là, si je zoome sur une phrase comme ça, au hasard, ok, on a parlé des points, on voit les points. Donc ça, c'est déjà un repère. On va dire c'est le repère
minimale qu'on peut imaginer. Hein, on voit, là il y a un point, là il y a un point, là il y a un point, là il y a un point. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on a un point, on sait que c'est la fin d'une syllabe. Donc on sait forcément que ce qui est avant le point, ici, hein, si je zoome vraiment encore, ok, donc là, ok, donc ça veut dire que avant le point, si j'écris dessus, tac, 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 avant le point, il y a la syllabe. Mais c'est même faux de l'écrire comme ça, c'est beaucoup mieux de l'écrire même comme ça, et de comprendre que la syllabe, c'est toujours les lettres et un point après. Tout le temps. Ça, c'est une règle absolue. Donc on pourrait dire que vous avez votre premier élément de repère. Et évidemment, c'est déjà très important, parce que le texte tibétain classique, maintenant on a tendance à mettre des espaces entre les mots, dans les textes modernes, mais dans toute l'écrasante majorité des textes tibétains, vous n'avez pas d'espace entre les mots. Ce qui fait que vous avez des espaces parfois entre les phrases, et encore, c'est pas toujours évident que ce soit des phrases, ça peut être des fins de paragraphes, donc du point de vue de la ponctuation, vous n'avez pas grand-chose pour vous repérer. La ponctuation, c'est un repère pour nous dans notre langue. Là, c'est pas leur point fort. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez une suite de syllabes qui est une suite de mots, mais vous êtes dans la difficulté, dans un premier temps, de pouvoir dire ça commence quelque part, ça se termine quelque part. Vous savez pas. Vous savez pas où est le début, vous savez pas où est la fin. En fait, vous savez pas où sont les cornes, où sont la queue. Ce qui fait que vous n'identifiez pas la bestiole. Impossible de le savoir. Donc, il va falloir... on va avoir besoin de points de repère. Ça, c'est super important. Mais, notre point de repère, c'est-à-dire dans la méthode, la notion de repérage, on va simplement, au départ, se rappeler des indices. Et donc l'indice, c'est repérer des lettres seules ou accompagnées par un signe voyelle ou une lettre souscrite ou suscrite. Ça, j'ai même été un peu ambitieux. On pourrait très bien dire que le premier exercice, c'est repérer les lettres seules ou accompagnées par un signe voyelle. Déjà, signe voyelle, c'est déjà un truc supplémentaire. Mais on va tout de suite faire l'exercice et vous allez comprendre. Et là, je vais prendre... Là, il y a une part théorique, je vous laisserai voir ça. Donc là, on a un texte. Et on a un texte, comme vous le voyez, il est marqué. Donc, il y a des lettres en noir, des lettres en rouge. Celles qu'on veut repérer, c'est les lettres en rouge. Mais bien sûr, vous avez le texte ici aussi. Hein. Donc, vous avez le texte. Ça, c'est votre terrain d'exercice. On pourrait dire que ça, c'est le terrain d'exercice, mais avec les petits trous sur le vélo, pour tenir debout, plus facilement. Mais, votre vrai terrain d'exercice, c'est plutôt celui-là. Mais on va quand même prendre le terrain d'exercice balisé. Ça, c'est le texte balisé. Ok ? Donc, dans le texte balisé, en fait, on a les lettres qu'on peut repérer. Alors, on ne les connaît pas toutes, évidemment. C'est pour ça qu'il vous faut partir des 30 lettres, mais bien sûr, pas les 30 à la fois. Vous en prenez une. On va, par exemple, en prendre une. On va prendre la lettre K. Ok ? Donc, cette lettre, vous la regardez bien. Ça, c'est la lettre K. Et puis là, vous ne mettez pas une deuxième pensée. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de oui, mais non, rien. Ça, c'est la lettre K. Et puis, on n'a même pas besoin de regarder la phonétique, on ne la regarde pas. On se dit simplement que ça, graphiquement parlant, ça signifie K. Ça s'exprime sous la forme du son K. C'est la seule chose qu'on a besoin de savoir. Et on reste très obtus, on en reste là. K. Ok. Donc si on s'est donné comme consigne que nous allons repérer les K, donc ça veut dire que nous allons repérer les K dans le texte. Et là, on part dans notre texte, et on part ici dans notre texte, admettons, et là, hop, je vais zoomer un peu, je vais vous mettre là, voilà, et là,
Voilà. C'est évidemment un bout de texte, hein, comme si vous aviez coupé un bout de texte, et un bout de prairie. Et donc, dans ce bout de prairie, vous allez essayer de repérer la lettre. Est-ce que vous la voyez quelque part, cette lettre? Et là, Oui. ouais, vas-y. Vas-y, Marie. Mais en fait, il y a les trois petites vagues là. Et puis il y Ouais, a eu dans la troisième syllabe, mais il est en petit, il est en dessous. très bien. Là, tu as repéré celle-là, ici. C'est de celle-là dont tu parles? Oui. Impeccable. Donc, tu as repéré cette lettre. Très bien. C'est comme avoir trouvé un œuf dans une prairie. Maintenant, y en a-t-il d'autres? L'intérêt de l'exercice, évidemment, c'est que vous commencez à poser les yeux sur le texte. Ce qui semble rien du tout. Super. Deuxième ligne. Deuxième syllabe. Impeccable. Deuxième syllabe. Est-ce que cette deuxième syllabe te dit quelque chose? Est-ce qu'il te semble l'avoir déjà vu, cette deuxième syllabe? Sur la première ligne, en troisième syllabe, c'était la même. Très bien. Parfait. Donc là, il y a déjà quelque chose de très intéressant. Ça peut sembler évident. On dit, ouais, ben oui. Oui, ben oui. Mais l'évidence ne vaut la peine que quand on enfonce vraiment la porte. Parce que sinon, l'évidence ne sert à rien du tout. Là, l'évidence de la reconnaissance des deux syllabes n'est pas du tout évidente. C'est une fausse évidence. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà une forme de familiarisation pour avoir identifié plus ou moins précisément les éléments constitutifs de la syllabe et se dire que c'est exactement la même syllabe. Et c'est comme ça que notre méthode contextuelle va se construire. C'est-à-dire que si, admettons, faisons une hypothèse, si, admettons, vous savez comment on prononce le son de cette syllabe, ça veut dire que chaque fois que vous la repérez, vous le reprononcerez exactement de la même manière. Et donc, du coup, évidemment, à force, vous allez avoir tellement de points de repère que votre texte devient complètement lisible. Donc, est-ce que dans cet extrait de texte, ici, est-ce que vous voyez la lettre que nous cherchons encore? Oui, quatrième ligne. Alors, quatrième ligne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exactement. Et c'est la même. Très bien. Donc là, on pourrait dire qu'à ce stade, clairement, la lettre K est tout à fait évidente pour vous. Ok? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui n'a jamais, mais au grand jamais, fait du tibétain? Y a-t-il quelqu'un? J'essaye de repérer s'il y a des... Géraldine, tu as fait du tibétain déjà? Jamais? Jamais. Parfait. Alors, je suis très content d'avoir quelqu'un comme toi dans le groupe, parce que comme ça, tu vas être notre élément test. Ça va être parfait, parce que les autres, ils ont peut-être déjà vu des choses, ils connaissent des choses, etc. Donc, ils vont construire leur connaissance à partir de ce qu'ils savent déjà. C'est logique. Mais pour toi, Géraldine, si tu ne sais pas du tout, c'est très intéressant. Parce que du coup, on a donc cet extrait de texte, d'accord? On a cet extrait de texte avec ces 4 lignes. Peut-être qu'à ce stade, déjà, en ayant repéré que ici c'est K, ici c'est K et ici c'est K, tu peux presque peut-être déjà admettre que tu connais cette lettre. C'est-à-dire que, ok, c'est K, ok, c'est K, et ok, voilà, et ok, c'est encore ici K. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça, mais vraiment pas plus compliqué. Et donc, à partir de là, on peut y aller, et puis on peut se dire, tiens, on va se donner une deuxième lettre. On va se donner la lettre K. Donc, on en a deux. On a K et on a K. Alors, évidemment, le jeu devient un petit peu plus complexe, parce qu'on a maintenant 2 points de repère. Donc, dans notre texte, voilà, on a toujours le même bout de texte. Il est coupé là à droite, comme un cochon, donc ok, c'est pas un beau texte, c'est pas grave, mais on a zoomé pour y voir plus clair. Donc ça, pareil, vous avez vos textes, vous faites ce que vous voulez avec. Vous prenez un élément du territoire. Et puis maintenant, Géraldine, est-ce que tu as eu le temps de repérer la deuxième lettre? Je te la remontre une deuxième fois. Donc la deuxième lettre, celle qu'on cherche à repérer, c'est K. Ok? Donc,
on la regarde bien, elle est vraiment là, on appelle ça ka. Idéalement, on apprend petit à petit à prononcer le son juste, c'est-à-dire expirer bas, ka. Mais pour l'instant, on ne va pas trop compliquer les choses, on va se dire qu'on a un son qu'on appelle ka, d'accord, ka, et puis un autre qu'on appelle ka. Qu'on le prononce bien ou pas, c'est égal. On sait juste que c'est deux lettres différentes et c'est la seule chose qu'on a besoin de savoir. Ok ? Donc là maintenant, on se met dans notre paysage. Notre paysage, c'est ça. Et puis là maintenant, Géraldine, tu me dis où tu vois les lettres. Donc, première ligne, deuxième syllabe. Impeccable, bravo, tu as vu la lettre K. Deuxième ligne, une, deux, trois, troisième syllabe. Troisième syllabe, impeccable. Alors, tu as encore vu la lettre K, on est d'accord, hein? Oui. Très bien. Donc, même quand tu la vois, tu te dis, ah, ça c'est K. Hein, tu prends l'habitude. Évidemment, là, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour vous montrer la méthode. Quand vous êtes chez vous tout seul, toute seule, c'est que vraiment vous faites l'effort. Vous vous dites, ah, elle est là. Parce que si vous dites juste, elle est là, ça veut dire que mentalement, vous savez qu'elle est là. Mais attention, hein, mentalement, c'est bien, mais c'est pas tout. Donc, vous la voyez, elle est là, ouais, mais vous dites. C'est encore mieux quand vous dites. Elle est là, et là, c'est la lettre K. Et vous faites l'effort. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de donner une impulsion, une information extrêmement importante à votre cerveau, qui fait que quand vous voyez ça, vous associez non seulement le « Ah, c'est celle-là », ouais, mais c'est celle-là, c'est-à-dire c'est K. C'est-à-dire que le son devient K. De la même manière aussi évidente que quand vous voyez la lettre A, vous dites « Ah, bah ça, c'est la lettre A ». Vous ne vous dites pas « c'est la lettre » et la lettre, elle veut dire « A ». C'est-à-dire que vous avez complètement fusionné les deux informations. Vous avez repéré le signe et associé le signe au son. On est d'accord ? Ça semble, encore une fois, une évidence, mais ce n'est pas du tout une évidence d'avoir associé des formes à des sons. Parce que apprendre une langue ou apprendre à lire, c'est pas autre chose que s'entraîner à associer des formes à des sons. En français, c'est tout évident. Mais là, vous êtes en train de refaire, c'est comme si dans le cerveau, on était en train de recabler autrement. Donc, Géraldine, on repart dans notre exercice. Donc là, tu me disais ça, et ça, c'est un K. Très bien. Où vois-tu un autre K ? Dans la troisième ligne, la dernière lettre. Ah oui, j'ai oublié. Dans la deuxième ligne, alors après, au niveau des syllabes, il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ce serait la 12e syllabe. Alors, d'accord, donc ça veut dire que je vais dézoomer un peu pour qu'on ait ça à l'écran. Donc, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e syllabe. Ok, tu l'as repéré ici. D'accord. Impeccable, très bien. Troisième ligne, la dernière lettre. Impeccable, super. Ensuite, 1, 2, 3, 4. La quatrième ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième syllabe. Impeccable, très bien. Alors, la lettre d'après, on l'a aussi, mais avec quelque chose au-dessus. J'adore, c'est super. Eh bien oui, tu as raison. Est-ce que c'est la même lettre ou pas ? C'est la même lettre, mais avec une virgule au-dessus. Eh bien voilà, eh bien c'est parfait. Eh bien j'attendais exactement cette réponse. C'est la même lettre. Ça te semble rien du tout, ce que tu viens de dire, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est la même lettre. Et pourquoi c'est énorme ? Parce que ça te permet de comprendre tout de suite un point hyper important, c'est qu'une lettre, c'est ce qu'on appelle en tibétain mingshi, ça veut dire c'est la lettre de base. Et la lettre de base dans une syllabe, c'est fondamental. Apprendre à bien lire un texte, ça veut dire bien savoir dans une syllabe quelle est la lettre de base. Et la lettre de base, tu l'as tout à fait repérée, c'est la même lettre. C'est-à-dire la lettre de base, c'est le K. Tout ce qui accompagne dans une syllabe, tout ce qui accompagne
notre lettre de base, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que ce truc bizarre là et ça qu'on ne connaît pas encore, ça l'accompagne. Mais notre lettre de base, c'est celle-là. Et ça, c'est quelque chose que petit à petit vous allez repérer. C'est-à-dire qu'une lettre de base, elle est toujours accompagnée. Donc ça, c'est presque, on pourrait dire une règle que vous pouvez d'ores et déjà comprendre maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un signe, comme ces petits trucs au-dessus ou au-dessous, qui accompagnent la lettre, ces signes ne peuvent accompagner que la lettre de base. Vous ne trouverez jamais ces signes sur autre chose qu'une lettre de base. Qu'est-ce que j'entends par lettre de base ? La lettre de base, c'est elle qui donne son son majoritaire à la syllabe. Par exemple, ici, vous avez K. Tu m'as dit que c'était K. Ouais, ok. Et puis là, c'est K. Eh bien, la grande différence entre le K ici et le K là, c'est que ici, c'est pas la lettre de base et ici, c'est la lettre de base. Donc là, je vous en dis pas plus parce que là, ça va devenir trop compliqué. Ça va être trop compliqué parce qu'après, on va dire, oula, mais bon, il y en a qu'on prononce, d'autres qu'on ne prononce pas. Effectivement. Mais pour l'instant, notre exercice, c'est d'abord apprendre les lettres. Ok ? Et puis ensuite, on comprendra progressivement la fonction des lettres dans une syllabe. Donc, on ne brûle pas les étapes. Première étape, c'est repérer les lettres. Y a-t-il encore quelque part d'autre, Géraldine, cette lettre K quelque part ? Alors, cette lettre K. Alors oui, toujours dans la même ligne. Après, alors je ne sais plus où on en est. Alors, c'est la 1, 2, 3. Tu peux repartir de la fin si tu veux. 1, 2, 3, 4. Donc, impeccable. La quatrième syllabe. Il y en a 2. Il y en a 2. Tac et tac. C'est génial. Très bien. Ok, parfait. Donc là, rien qu'avec ce petit exercice, et tu comprendras bien sûr que tu peux faire cet exercice dans tout le texte. Donc petit à petit, à quoi va vous servir cet exercice ? Eh bien, cet exercice va vous permettre de vous rendre ce texte familier. C'est-à-dire que c'est comme une prairie dans laquelle vous fouillez. À force de fouiller, vous finissez par repérer des choses. Vous finissez par voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues au départ. Par exemple, on va prendre ce que tu viens de trouver ici, Géraldine. Ça. Et sur la même ligne, on voit cette ligne est très intéressante pour notre cas. Une fois, on voit le cas qui est ici, une fois il est là, une fois il est là, une fois il est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, évidemment, vous en avez peut-être, vous n'êtes pas encore arrivé à cette conclusion, mais admettons que vous ayez fouillé ce texte et que vous fouillez cette ligne. Ben, vous constatez que de temps en temps, le cas, on le trouve à la fin d'une syllabe. De temps en temps, on le trouve au début d'une syllabe. Et de temps en temps, on le trouve accompagné par un signe. Eh bien, en fait, petit à petit, il va vous venir à l'esprit que, les lettres ont peut-être pas par hasard la place qu'elles ont dans la syllabe. Et effectivement, vous aurez raison. Et petit à petit, vous allez comprendre le sens des préfixes, le sens des suffixes, etc. Mais l'intérêt de la méthode où on voit dans le contexte, c'est plutôt que d'apprendre la liste de tous les préfixes, la liste de tous les suffixes, qui n'est que théorique, vous allez petit à petit les apprendre par l'expérience, d'une manière empirique. On pourrait dire que la méthode, elle est à la fois contextuelle et empirique. Elle vous force à faire l'expérience de la langue. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer ça, parce que je pense que ça sera beaucoup plus intéressant plutôt que d'apprendre simplement des listes de choses. Bref, mais par contre, il faut admettre qu'on parte avec une énigme au départ, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Mais petit à petit, la connaissance, elle va se construire à force de l'expérience. Donc là, on a déjà 2 lettres. On est d'accord. C'est-à-dire que pour Géraldine qui n'a jamais vu ces lettres, il se trouve que Géraldine, t'en connais 2 des lettres. Et ça veut dire que c'est franchement pas mal. Donc, tu connais déjà 2 lettres sur 30. 2 lettres sur 30. Pas 2 lettres sur 30. 2 lettres sur 30. Donc, à la fin de la semaine, soyons fous, tu connais les 30 lettres.
Il n'y a pas de raison que ça soit pas... Hein? Allez, soyons dingues. Mais finalement, on peut en prendre une autre. Allez, on va en prendre une autre, on va prendre celle-là. Voilà, on va prendre celle-là, le tcha. Ok? Tcha. Ok? Tcha. On a tcha. Donc ça veut dire que là, on a... je vous les montre comme ça. Paf. Voilà, je vais vous les écrire, même carrément. Donc, hop, comme ça. Bon, on va les mettre comme ça. Allez, on va changer de couleur. Hop. On a le K, on a le K et on a le tcha. Ok? On décide qu'on en a 3. Alors, bien sûr, tout le monde fait l'exercice. Hein. Là, Martine, elle a fermé son micro pour se cacher derrière son micro. Mais Martine aussi, elle débute. Elle a normalement jamais vu des lettres tibétaines. Elle a déjà vu, mais elle ne les a pas apprises. Donc, normalement, pour Martine, c'est du tout nouveau, tout ça. C'est vrai ou faux, Martine? C'est vrai? Bon, alors, ok. Oui, c'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est parfait. Donc, Martine, tu vas me servir de cobaye. Donc, après Géraldine, Martine. Bien sûr, après, je vous ferai interagir. Hein. Là, pour l'instant, après, évidemment, la fois prochaine, on aura compris la méthode déjà beaucoup mieux. Et puis ensuite, ben oui, parce qu'on n'a pas entendu Véro, ni Fabien, ni Patrick, vraiment, ni David, etc. Donc, pas de problème, il y aura de la place. J'y veillerai pour chacun. Mais là, Martine, on peut se dire que donc on a là le cas. Je dirais presque, j'espère pour Véro aussi, ça ne fait plus de secret pour personne, c'est un cas, on est d'accord? On le sait peut-être déjà, toutes et tous, ok? On a le cas, on sait que c'est un deuxième cas, peut-être que ce n'est pas encore tout clair du point de vue de la prononciation, mais on a déjà distingué les deux, c'est déjà une bonne chose. Et on a une troisième lettre, le tcha. Et puis pareil, là, on n'a pas besoin d'une deuxième pensée, on sait que ça, c'est tcha. C'est tout. Tcha. Tcha. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir. Juste tcha. Parce que pour nous, notre but, c'est d'apprendre les 30 lettres. Donc, on n'a pas besoin de se poser d'autres questions. Donc, ensuite, je zoome un peu. Tu regardes sur ta feuille ou tu regardes à l'écran? Juste savoir. Je regarde à l'écran parce que j'ai eu des problèmes d'imprimante. J'ai pas pu imprimer. Alors, c'est très bien. Donc, je zoome un peu pour que ce soit plus clair. Est-ce que là-dedans, par hasard, tu repères cette lettre? Donc la troisième qu'on a vue, le tcha. Hein. Donc bien sûr, tu l'auras regardé avant. Pour bien faire l'exercice, vous la regardez, peut-être vous la mettez de côté, donc vous essayez de mémoriser. Hein, vous n'êtes pas sans arrêt en train de regarder la lettre, vous essayez vraiment de vous souvenir de la graphie dans votre esprit, idéalement. Voilà, est-ce que tu la vois quelque part? Je n'ai pas toute la feuille. Non, c'est complètement égal. Sur je n'en vois pas. Très bien, tu n'en vois pas, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Est-ce que là, tu la vois? Alors, vous comprenez bien sûr que le but de l'exercice, c'est de fouiller dans la prairie, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, elle est où? J'en vois une. Elle est où? J'en vois une. À l'écran, c'est la troisième ligne, la première syllabe. Impeccable. Elle a un... Voilà, un truc dessous. Mais tu l'as repéré. C'est ça le but. Même camouflé, tu l'as repéré. Bah, c'est très très bien. Donc ça veut dire que tu connais 3 lettres. Donc si vous faites comme ça, honnêtement, je pense que je peux émettre l'hypothèse qui consiste à dire que à la fin de la semaine, vous connaissez les 30 lettres. Sans trop de difficultés. C'est-à-dire que là, ça fait quasiment 1 heure qu'on est en train de faire du tibétain ensemble. J'ai beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Mais si vous aviez consacré, il n'y a pas besoin de consacrer autant de temps, mais si vous consacrez ne serait-ce que 5 minutes à l'exercice qui consiste à vous dire, je prends une lettre, n'importe laquelle dans le tableau, et je cherche à les repérer, en 5 minutes, vous avez appris une lettre. Du seul fait d'avoir dû fouiller dans la prairie. Parce que vous êtes dans un contexte vivant. Vous mettez en œuvre plusieurs fonctions qui sont absolument importantes. Donc là, vous avez 3 lettres déjà. Ok? Donc soyons fous. Véro, juste savoir, est-ce que, Véro, tu as déjà fait du tibétain ou pas? Jamais? Parfait. Donc pour toi, très bien. Donc pour toi,
Ok, super. Donc pour toi, tout ça est très très neuf. C'est ça. C'est génial. Et pour toi, Joël Lacotte, as-tu déjà fait du tibétain? Ouais. Ok. Très bien. Alors, Véro, on va faire un petit exercice. Donc, Pardon, je cherchais le micro, on m'entend comme ça. oui, c'est Oui, très bien, Joël. j'ai fait jusqu'à la leçon 11 de la... Oh là là, d'accord. Donc, bon, alors pour toi, tout ça est Après, très j'ai pas clair. reçu le support du cours d'aujourd'hui. Ah, alors là, ok. Eh bien, je te le renverrai. Hein. Tu hésites pas. Ok. Quand vous avez des besoins comme ça, d'où l'intérêt du groupe WhatsApp, soit tu m'envoies un message en privé, et puis je te renvoie ce qu'il te faut. Et puis sinon, ça peut aussi être, si ça concerne tout le monde, le groupe WhatsApp. Comme ça nous permet d'être très interactif et direct. Ok, donc, Merci. mais pas de quoi. Alors, Véro, bah, on va prendre une autre lettre. On va prendre, j'en sais rien. Prenons celle-là. Voilà, on va prendre celle-là. Ça nous en fait une quatrième. Hein? Ok? Ta. Tu la vois? Elle est claire? Tu l'as repérée? Donc chez toi, tu vas faire pareil. Tu vas d'abord la regarder, tu vas dire, ok, maintenant je veux repérer celle-là. Parce que le but du jeu, c'est ça. C'est de te dire, tiens, j'ai mémorisé une forme. La forme, je l'associe au son. Ta, ta. Donc j'ai fait déjà un premier exercice énorme. Et mine de rien, et l'air de rien, j'ai mémorisé la forme, vu que je veux la repérer. Pour la repérer, il faut l'avoir mémorisée, ne serait-ce qu'un peu. Donc, ok, je te la montre encore une fois. Tu l'as bien vue? On est d'accord. Ok, voilà. Et donc là maintenant, on part dans notre prairie avec les œufs. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais on dit, ah, c'est bon, j'ai compris. Donc maintenant, alors, est-ce que tu regardes sur ta feuille ou tu regardes sur l'écran? Juste pour savoir si je zoome ou pas. Je regarde sur la feuille. Très bien. Alors, tu regardes sur la feuille et tu me dis où tu la vois. Est-ce qu'on peut dire que sur la première ligne, c'est la deuxième syllabe? Alors, La deuxième syllabe, pas mal, pas mal. Non, en fait, non. Mais sur la non, première ligne, elle existe sur la première ligne. mais tout au début, après, après la syllabe K. Tu parles de celle-là? Attends, parce que c'est tout petit pour moi, là, je suis sur mon téléphone. Bien sûr, alors attends. Tu regardes à l'écran? Ah oui, là je regarde à Ok. l'écran. Alors, si tu regardes à l'écran, je zoome, comme ça tu verras plus facilement. Donc, tu me parlais de celle-là? Non. Ok, tu me parlais pas de celle-là. Alors, donc là, j'y vais tout doucement. Tu la vois quelque part? Bah écoute, Et c'est ça le but du jeu d'ailleurs. ouais, C'est pas grave si mais, tu trouves pas, hein. C'est pas grave si tu trouves pas. Ce qui est intéressant, c'est que tu cherches. Où est-ce que c'est tu la vois? curieux que tu avais vraiment cette sensation là, Ok, très bien. qu'elle était en deuxième position en fait. Ok, ouais, bah c'est très bien, c'est le but du jeu justement, c'est de vérifier les sensations, c'est de se dire attends, est-ce que c'est vraiment ça? Tu es exactement dans le processus d'apprentissage. C'est ce processus-là qui m'intéresse. Ok. Parce que ça, c'est empirique. Là, tu es en train de faire l'expérience de l'apprentissage. Tu n'es pas juste en train d'apprendre théoriquement que dans la troisième ligne, la première lettre, c'est le ta. Non. Est-ce que si tout à coup je te pointe, là je t'en pointe une là pour t'aider, ça ressemble à quelque Oui. chose? C'est Yes. fait parler. Donc pour moi, elle était en deuxième position par rapport à celle qui est au-dessus. En deuxième position. Alors écoute, c'est complètement Oui. égal, on ne s'est pas entendu, mais c'est pas grave du tout. Deuxième position par rapport à celle qui est au-dessus, j'ai compris ce que tu veux me dire. Comme quoi Voilà, on va y c'est arriver. Très très bien. Donc pour toi c'est un ta. Eh bien t'as raison. Oui, Parfait. voilà. Parfait. Est-ce que tu la vois encore quelque part ici, sur la première ligne? Bah, j'ai un doute parce Mhm. que juste avant là, mais il manque parce que par rapport au dessin, c'est pas complètement ça. Donc si tu reviens donc vers la gauche, mais voilà ici, le problème c'est que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a également deux syllabes, enfin l'une au-dessus de l'autre là, Mhm. et juste à côté, est-ce que ça, mais le dessin me paraît pas identique en fait. Ça et ça, par exemple, ou...
Non, encore à gauche. Ça, ou Non, ça, ça. après. Non, mais Après. juste après, voilà. Alors, ça, c'est la première. C'est la deuxième, c'est la troisième, Voilà, mais quatrième. juste après. Non, oui. Ici. Juste à côté du cas. Ok, celle-là alors. Celle-là, hein? Celle-là? Non. Non. Juste après. Ici? Ou ça? Voilà, celle-là. Ah, celle-là. Ah bah celle-là, tu vois, c'est intéressant que tu repères celle-là. Parce que celle-là, elle fait partie de la même famille. Mais c'est pas exactement la même. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais tu vois, voilà, c'est pas la même chose. Ça, c'est aussi un ta, mais c'est un ta qui se prononce un peu différemment, qui se prononce ta, et qui se prononce pas ta. Mais le but, tu viens de le démontrer, et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que petit à petit, tu vas créer, et vous allez tous créer, un lien particulier, mais un lien dans le sens, un lien personnel avec les lettres. Parce que quand vous repérez les choses, c'est-à-dire quand vous commencez à fouiller dans le texte, c'est ça qui va vous permettre de vous approprier, avant de vous approprier le texte, de vous approprier les lettres. Et c'est le but du jeu de la méthode. Vous comprenez l'idée? Donc là, il va falloir vraiment être ludique. Parce que si vous êtes ludique, ben, vous allez apprendre avec plaisir et facilement ces lettres, exactement comme tu viens de le faire. C'est-à-dire en disant, tiens, ça me semble être la même chose. Donc tu vas repartir vers la théorie, tu vas regarder le tableau, puis tu vas dire, attends, est-ce que c'est celle-là ou pas? Et petit à petit, par tâtonnement, en fouillant, en grattant, ben, finalement, toutes les lettres vont apparaître. Et au bout d'un moment, toutes les lettres vont apparaître. Et quelle que soit la construction d'une syllabe. Parce qu'on voit bien qu'il y a des syllabes, vu qu'elle est séparée par des points, il y a des syllabes où il y a des empilements de lettres, il y a des syllabes où il y a des signes dessus, dessous, etc. Donc il y a des choses très variables. Mais n'empêche que, dans chaque syllabe, il y a des lettres. Et que le but du jeu, d'abord, c'est de repérer toutes les lettres. Les 30. Ok? Voilà. Et donc, est-ce que oui, dis-moi. Elle est également sur la première ligne, mais c'est la dernière syllabe. Alors, tu regardes ta feuille ou l'écran, ici? Là, je regarde ma feuille. Oh, très bien, très bien. Alors, redis-moi. Alors, première... La dernière syllabe de la première ligne. Yes, bravo. Oui, tout à fait. Bravo. C'est la lettre ta. Bon, ça va. Ça va très bien. Ça va même très très bien. Parce que autant Géraldine que toi, ça vous a permis de repérer à l'intérieur des phrases ces éléments. Donc c'est une très bonne chose. J'ai pas eu le temps de faire l'exercice avec vous toutes et tous, on est bien d'accord. Après, encore une fois, vraiment je vous ferai interagir les uns les autres. Sachez bien sûr que quand on fait l'exercice là à deux personnes, ça n'empêche pas du tout en même temps pour vous de faire l'exercice dans le texte. C'est le but, évidemment. Donc voilà, maintenant on va arrêter la leçon ici. On a dépassé un peu le temps, mais c'est pas grave du tout, c'est normal pour la première fois. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc l'idée maintenant, c'est de vous emparer du texte sans vous poser trop de questions. Il n'y a pas besoin de faire de grammaire, il n'y a pas besoin de tout connaître. C'est vraiment la seule chose que vous devez faire, c'est établir un lien avec chacune de ces lettres. Ça, c'est le but du jeu. Ça sera la manière de les apprendre. Et ensuite, tout va s'éclairer à partir de là. De manière très facile. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Et puis la prochaine fois, voilà, on essaie d'interagir avec d'autres personnes. Mais je pense que là, vous aurez déjà beaucoup déblayé le chemin. Sachez aussi que le groupe WhatsApp, c'est aussi le groupe où vous pouvez poser des questions. Ce qui est très intéressant, c'est pour moi de ne pas toujours répondre. Parce que du coup, il y a d'autres personnes qui répondent. Et donc ça fait partie de la connaissance collective. Je suis toujours là pour ensuite apporter mon grain de sel, mais comme ça, voilà, chacun peut réellement interagir et apporter des éléments de connaissance aux autres. Et ça peut être vraiment un moyen très intéressant. Ok ? Donc, on va terminer avec la dédicace, et puis voilà, on termine le cours ici.
Voilà, merci beaucoup, c'est super. Et Merci puis, beaucoup. on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci à vous. Bonne Merci, au étude. revoir. Et puis, belle découverte. Puis, ramassez plein d'œufs dans, dans la prairie. À bientôt. Merci, belle Merci à semaine. Au vous. revoir, Belle bonne semaine. semaine. Au revoir. Merci, à Merci. bientôt. À bientôt.